Bonjour, donc je suis ravie de vous accueillir ici pour ce débat alimentation, environnement et santé, un défi d'éducation. Vaste sujet. Je pense que vous êtes tous passionnés par le sujet si vous êtes là. On a 3 intervenants vraiment de marque. Moi, je suis très, très contente de les avoir avec nous. Et c'est vrai que c'est des préoccupations, là, particulièrement d'actualité. Vous avez suivi la salve de livres qui sont parus chez nous sur le Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux, Marcella Yacoub. Enfin, il y a une récurrence comme ça du débat, notamment sur les habitudes alimentaires et le végétarisme qui remonte. Hein, c'est cyclique, hein, tout ça, c'est des cycles, mais quand même, c'est particulièrement prégnant en ce moment. Il y a par ailleurs des politiques de santé publique qui nous enjoignent de bien manger, de bien nous comporter avec notre alimentation, puisque c'est bon pour notre santé. Donc là, on est un petit peu perdu dans les injonctions contradictoires parfois. Je crois que ceux qui ont des enfants savent aussi qu'à l'école, c'est compliqué de faire le tri, d'intégrer, de digérer les différents messages sur la bonne alimentation. Donc l'éco-alimentation, est-ce que c'est notre futur? Est-ce que c'est notre avenir? Comment on peut y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que il ne manque pas une petite notion avec... on en parlera tout à l'heure avec Gérard Apfeldorfer, mais dans ce vaste sujet de l'alimentation de notre santé et de l'état de la planète, on est dans un sujet grave, évidemment, mais il m'a semblé qu'il manquait une petite notion qui était celle du plaisir. On est quand même en France, on est quand même le pays de la gastronomie, c'est un cliché, certes, mais on oublie parfois aussi, dans ces enjeux planétaires, ces défis mondiaux, que manger, c'est aussi un plaisir. Donc je vais vous faire le plaisir d'accueillir nos invités. Si vous voulez faire rentrer messieurs Apfeldorfer, donc psychiatre, psychanalyste, fondateur du groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids, spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Monsieur Carlo Petrini, fondateur émérite du Slow Food, 89, pionnier d'une nouvelle façon de s'alimenter, qui va nous raconter un peu où il en est aujourd'hui après toutes ces années de combat. Venez Carlo. Et Olivier Rollinger, notre chef étoilé, qui est aujourd'hui à Cancale et qui développe aussi dans ses cuisines et avec ses équipes une autre façon de voir notre alimentation et nos plaisirs de manger. Donc je voulais juste demander un mot à chacun de nos intervenants sur cette notion un peu barbare d'éco-alimentation. Peut-être, Carlo, si on peut commencer par vous, vous êtes un des premiers qui avait vulgarisé, au sens noble du terme, une autre façon de voir la vie, j'allais dire, et une autre façon de s'alimenter. Est-ce que l'éco-alimentation, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ce n'est pas un terme un peu barbare pour parler, somme toute, d'un sujet qui fait appel à nos papilles et à notre plaisir aussi? L'éco-alimentation. Je vous rappelle, pardon, que Carlo parlera en italien et que donc vous pouvez utiliser vos casques pour la traduction simultanée. C'est l'éco-alimentation, c'est une barbarisme. Est-ce que ce terme veut dire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? Comment tu situes le slow food par rapport à ça, évidemment? Oui. Ok? Bene.
La domanda se questo neologismo ecoalimentazione è valido o no, io penso che più che valido è naturale. Canal 3. Quelle promotion pour la langue italienne, hein? Fantastique. C'est la première fois. Je m'excuse avec vous parce que je ne parle pas bien le français, alors je préfère ma langue maternelle. Il neologismo ecoalimentazione è un po' forzato, ma è giusto, è giusto. Io direi che è naturale e questo momento storico è importante sottolineare come l'alimentazione è uno degli elementi principali del dibattito politico a livello mondiale. Allora, io dico sempre che una persona che ama il buon cibo e non è rispettoso dell'ambiente è stupido. Ma è anche vero che un ambientalista che non ama il buon cibo è triste. Allora queste due cose vanno messe assieme. Il piacere della qualità alimentare con il cambiamento e assieme possono fare grandi cose. Alors Olivier, pour vous, l'éco-alimentation, concrètement, dans vos fourneaux, c'est quoi? Ce sont les épices que vous faites venir du monde entier? Donc, tout d'abord, en tant que... Je suis très impressionné d'être auprès de personnalités comme Carlo. C'est toujours... parce que j'admire beaucoup ce qu'il fait. Mais moi, avant tout, je suis cuisinier. Le rôle d'un cuisinier, c'est comme tout à chacun qui nourrit l'autre. C'est cette responsabilité de nourrir l'autre. Alors ça peut être évidemment dans la famille, hein, une maman, un papa, ça peut être la cuisine de tous les jours, des hommes d'ailleurs, des femmes qui ont une responsabilité énorme, ce qu'on appelle dans la restauration collective, et puis évidemment il y a la cuisine de moments particuliers que nous faisons. Mais je crois qu'il y a un point commun, c'est justement nourrir l'autre. Et moi, dans l'éco-alimentation, il y a des choses... tout ça manque un peu justement de gourmandise, de plaisir. Moi, ce que je tente de faire depuis près de 30 ans, c'est tous les soirs et tous les matins, c'est de redéfinir qu'est-ce que le bon. Ce qui est finalement assez compliqué, parce que si le bon devait se limiter aux bonbons, on est bien tous convaincus que nous ne mangerions que des cochonneries. Et là, dans le bon, c'est pas simplement justement bon aux papilles, mais c'est bon à la fois pour soi-même. C'est sûr qu'il y a un plaisir là qui est immédiat, mais se nourrir porte un sens. Et donc, une bouchée, c'est aussi une histoire. C'est des hommes et des femmes qui se trouvent derrière ces produits. C'est un savoir, une culture, un travail, un labeur, chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et puis, derrière, il y a vraiment cette dimension qui me paraît essentielle, qui est celle, évidemment, de cette mère. Qu'est-ce que le bon? C'est une mère, quel que soit l'endroit de la planète, qui court après son enfant et qui lui dit « Mange mon petit, c'est bon pour toi ». C'est-à-dire qu'avec ce dont elle dispose, son savoir, sa connaissance, elle va tenter de donner le meilleur. Mais ce n'est pas simplement le meilleur pour quelques papilles, c'est également le meilleur, sachant pertinemment que c'est le prolongement de la vie de l'être le plus cher. Et lorsqu'un cuisinier tend vers cette responsabilité de donner à l'autre, en le considérant comme l'être le plus cher, le moyen de prolonger sa vie, alors
on peut tendre vers le bon. C'est magnifique, c'est aussi ce qu'on appelle l'écologie relationnelle ou l'amour. Oui. Gérard, qu'est-ce que vous mettez-vous derrière ce mot d'éco-alimentation ? Tout d'abord, je pense que je vais être obligé de changer de métier, étant donné que Olivier Rollinger m'a ôté les mots de la bouche. Je crois que je vais être obligé de me mettre à la cuisine. Alors, bien sûr, je pense que ce que disait Olivier Rollinger est très important. Manger, c'est un acte culturel. Les nourritures que nous mangeons ont été élaborées sur des centaines d'années, et les recettes que nous mangeons aussi ont un passé, ont une histoire, ont une géographie. Et ce que nous mangeons dans notre assiette, ce ne sont pas seulement un assemblage de nutriments, c'est cette histoire, c'est cette géographie qui est nourrissante. Et cette nourriture psychique nous est nécessaire pour nous sentir bien, nous épanouir et nous rassasier. Si nous ne mangeons que des nutriments, nous ne sommes pas rassasiés, et c'est d'ailleurs un des problèmes qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés, c'est ce manque du rassasiement psychique par la nourriture qui nous conduit à des excès alimentaires et c'était Carlo Petrini qui parlait de cochonneries. Non, c'était Olivier Rollinger qui parlait des cochonneries, à ne pas confondre avec les cochonailles. Et donc, en mangeant, on est dans le rétablissement d'un lien social. On se civilise. Et cette civilisation de la nourriture est très forte dans un certain nombre de pays. Au hasard, je dirais la France et l'Italie. Ces pays ont peut-être une meilleure santé, d'ailleurs, que d'autres qui sont dans une vision plus fonctionnelle de la nourriture. Je crois que s'arrêter à ce fonctionnalisme alimentaire, c'est véritablement un danger qui nous éloigne d'une bonne écologie. Merci. Alors, si on peut revenir aussi sur ce terme d'éducation, puisqu'on est là pour essayer de comprendre un petit peu qui peut faire passer quel message et à qui, pour que les choses changent et que la société s'améliore. C'est notre modeste ambition ici. Est-ce qu'on peut avoir chacun de vous, de chacun de vous un petit mot sur l'état d'esprit par rapport à la nourriture aujourd'hui en Occident? C'est-à-dire, encore une fois, dans ce monde où nous sommes bombardés de messages parfois contradictoires, où évidemment il y a des équilibres nord-sud aussi qui rentrent en jeu dans nos façons de nous alimenter, où il y a une industrie agroalimentaire qui est l'objet de tous les attaques, les accusations, voire les fantasmes. Vous disiez, Carlo, que c'est un sujet politique. Comment aujourd'hui, peut-être je commence avec vous, Olivier, les gens que vous recevez, les gens que vous nourrissez avec ce talent si particulier que vous avez, quelle est leur approche à eux de la nourriture? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont dans une démarche de santé? Est-ce qu'ils sont là uniquement pour se faire plaisir? Est-ce qu'ils culpabilisent parfois? Comment vous les sentez? Le péché est souvent lié au plaisir, ou inversement. Pardon, je prie de m'excuser. Non, je disais que le péché était toujours très proche du plaisir et inversement. Donc, mais néanmoins, pour moi, c'est un petit... Je crois que finalement, ma clientèle, j'allais dire, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est tellement occasionnel, c'est tellement... C'est tout petit, les personnes qui viennent voir. Mais je crois qu'il y a une dimension plaisir, mais je crois que les personnes qui viennent chez un cuisinier qui a une personnalité, qui a un style, qui a une histoire à raconter, ils viennent justement chez quelqu'un. Et ils viennent chez quelqu'un. Et moi, je suis venu à la cuisine, c'était à la recherche d'un moyen d'expression. Donc, c'est une expression à la fois d'un environnement naturel,
qui est le plus frais pêché, le plus frais cueilli, du bigorneau à la crevette, en passant par la petite pomme de terre nouvelle. Évidemment, j'intègre dans cet environnement naturel les hommes et les femmes qui façonnent cette nature pour m'apporter le meilleur dans la cuisine. Expression d'un environnement culturel, c'est évidemment les sortilèges de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, les croyances de l'arrière-pays celtique, et en même temps le marchepied de l'aventure que peut être l'horizon et l'histoire de l'aventure maritime. Et puis enfin, c'est cette dimension environnement affectif, puisque la cuisine, pour être bonne, doit absolument s'écrire avec le cœur. Donc, alors la culpabilité, je crois que c'est un petit. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est justement c'est un public beaucoup plus large et de tenter de comprendre tout d'abord et de donner quelques petites clés pour avant tout s'épanouir. Je veux dire que dans l'épanouissement, c'est pas uniquement de la santé, c'est pas uniquement de la solidarité, c'est pas uniquement, mais c'est l'épanouissement à la fois personnel et sociétal. Gérard, peut-être tu vas enchaîner sur cette question du rapport affectif finalement à ce que nous mangeons. Oui, j'aimerais peut-être enchaîner sur le plaisir, justement, parce que ce que disait Olivier Rollinger, c'était qu'on assimilait le plaisir au péché. Et je pense que ce qu'on sait aujourd'hui maintenant du plaisir, on a fait quelques progrès depuis cette idée-là, je pense, dans les connaissances. Et ce que l'on sait aujourd'hui du plaisir et de la gestion du plaisir, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que le plaisir est quelque chose de naturel et de nécessaire. Alors maintenant, on connaît mieux les systèmes de régulation de la prise alimentaire qu'on les connaissait il y a par exemple une trentaine d'années, où on considérait à l'époque que la prise alimentaire était régulée par un système de faim et de satiété. Je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je suis rassasié. Et maintenant, on s'est aperçu ça restait vrai, mais que le système était en fait beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y avait une régulation par le plaisir, et qu'on mangeait pour trouver ce plaisir, on mangeait par plaisir, et qu'on s'arrêtait de manger quand le plaisir était atteint, était terminé. Et en fait, que si on mange, ça veut aussi dire que si on mange sans plaisir, eh bien, il ne peut pas y avoir une bonne régulation de la prise alimentaire. Si vous commencez à manger, si vous n'aimez pas ce que vous mangez, si vous n'y prenez pas le plaisir, si vous ne gardez pas en bouche suffisamment les aliments, si vous ne prêtez pas attention au goût de ces aliments, à leur flaveur, eh bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas non plus repérer le moment où vous êtes arrivé à la fin du plaisir, et donc vous n'allez pas vous arrêter. Donc pour pouvoir s'arrêter, il faut être à la fois il faut être rassasié par ce qu'on a mangé, et il faut être contenté par ce qu'on a mangé sur un plan émotionnel, sur un plan psychologique, symbolique. Sinon, ça ne marche pas. Alors, ça change un petit peu ce que l'on sait maintenant de la régulation de la prise alimentaire, change un petit peu notre vision. Pour pouvoir manger correctement, il faut que ça soit bon, il faut qu'on prenne le temps de le manger, il faut qu'on y prête attention. Et si on ne fait pas tout ça, si on considère que manger, c'est simplement faire le plein à la pompe et avaler un certain nombre de nutriments mis n'importe comment, eh bien à ce moment-là, on ne va pas pouvoir réguler ces prises alimentaires de façon physiologique. Et a fortiori, c'est ça qui est bon pour la santé. Et a fortiori, alors c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que lorsque vous mangez ainsi et que vous écoutez vos désirs alimentaires, eh bien, vous allez manger les bonnes quantités et vous allez aussi forcément vous tourner vers les aliments de bonne qualité. Les aliments de bonne qualité sont les seuls qui puissent véritablement vous apporter du plaisir. Alors, je vais prendre un exemple que je pique à Pierre Weil dans un de ses bouquins, qui parlait des oméga 3 et qui expliquait qu'un bœuf qui a mangé de l'herbe, eh bien, la viande est très riche en acides gras oméga 3, qui, comme chacun le sait, sont des acides gras bons pour la santé. Il faut avoir un bon rapport entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc, notre alimentation, lorsque les bœufs sont nourris de façon artificielle
par du maïs et du soja, par les tourteaux de maïs et de soja. La viande contient très peu, pas assez d'acides gras oméga 3. Et par contre, lorsqu'ils ont mangé de l'herbe, eh bien, la viande contient des quantités d'oméga 3 bien supérieures. Et à ce moment-là, eh bien, cette viande de qualité nous paraît meilleure au goût. Ça a pu être mesuré. On calcule l'indice de jutosité de la viande et on s'est aperçu que la viande riche en oméga 3 a un indice de jutosité bien supérieur, donc a un goût bien meilleur. Donc, fions-nous à nos papilles et nos papilles vont nous orienter vers les bons aliments. Carlo, c'est exactement la philosophie de slow food, cette notion de temps, de plaisir. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les fondations de ce mouvement brièvement, puisqu'on a la chance de vous avoir ici à Paris et que peut-être tout le monde ne connaît pas bien votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où c'est parti lentement le slow? Il sottotitolo del movimento Slow Food è Movimento Internazionale per la tutela e il diritto al piacere. E molte persone dicono, ah, molto bello questo, ma non capiscono che il piacere alimentare non è crapula, non è avarizia, avidità. Il piacere alimentare è sobrietà, è rispetto per la natura, è generosità, convivialità. Non esiste piacere se non esiste generosità, specialmente nell'alimentazione. Non esiste piacere se non esiste rispetto per la natura. Allora, in questo momento storico particolare, dove questa separatezza tra il mondo gastronomico e il mondo ambientalista è un disastro, il piacere diventa il collante, il piacere diventa la forza. E il piacere alimentare non è esclusivo diritto di chi ha i soldi. Il piacere alimentare, anche nelle società più povere, milioni di donne hanno realizzato i più grandi piatti del mondo con poche cose, nella povertà. Questo è il piacere alimentare. Piacere alimentare non è un diritto di pochi, è diritto di tutti. Bene, tu mi chiedi come siamo evoluti nel tempo. È interessante, perché noi ci accorgevamo che esaltavamo la bontà dei piatti, ma perdevamo la biodiversità. Non esisteva più la diversità. Allora dice, ma com'è possibile essere gourmet se non rispetti la diversità? È per questo che in questo momento storico la qualità alimentare si misura su 3 aggettivi: buono, pulito e giusto. Se manca uno solo di questi aggettivi, uno solo, non è qualità alimentare. Il buono sembra facile, il buono è una questione culturale. Quello che è buono per me italiano può essere non buono per un cambogiano. La bontà è frutto della nostra storia, della nostra comunità. Io vengo da una regione in Piemonte dove si fa un formaggio che viene lasciato marcire. Mette i vermi. Quando mette i vermi, le nostre donne aggiungono un po' di rum e poi diventa una crema. Questo formaggio, l'odore di questo formaggio ricorda vagamente quando avete i piedi sporchi. E io quando sento questo formaggio divento bambino, mi incanta. Ma se viene un parigino e dice, ma voi siete matti? Nelle nostre case, quando c'è quel profumo, c'è la bontà. Prima questione,
il buono è rispetto delle altre culture. Non esiste una gastronomia di prima classe, seconda classe, no. Tutte le culture esprimono il buono e il rispetto del buono è fondamentale. Secondo, pulito. Se non c'è rispetto per l'ambiente nel produrre l'alimento, non è qualità. Perché io distruggendo la fertilità dei suoli, distruggendo la salubrità delle acque, distruggendo la biodiversità, distruggo il futuro dei miei figli e dei miei nipoti. È una ingiustizia intergenerazionale. Se non c'è questo rispetto, je m'en fous se la cosa è buona. No, se è buona ma distrugge l'ambiente non è qualità. Terza questione. Questa è la più bella per tutti noi consumatori. La giustizia. Se non si pagano i contadini, se non si pagano i lavoratori della terra, i lavoratori del mare, se non si pagano gli emigranti che vengono a sostenere la nostra economia agricola, non è qualità. Nel mio paese, nel sud, abbiamo i neri trattati come schiavi per raccogliere i pomodori. Quei pomodori lì non sono di qualità. Se non esiste la giustizia sociale non è qualità. Allora, in questo momento storico, la grande forza che dobbiamo avere è pretendere, esigere informazione perché tutto sia buono, pulito e giusto. E se ne manca uno, fermi tutti. Fermi tutti. Questo voglio anche dirlo a molti miei amici che fanno il biologico. Biologico rispetta l'ambiente, molte volte è giustizia perché è ben pagato, ma se non è buono, io non sono tanto d'accordo. Deve essere anche buono il biologico. Una volta mi hanno invitato a una manifestazione di vini biologici. Adesso sono buoni, ma 15 anni fa i primi vini biologici mi prendeva il batticuore. Ho detto, e mi dicevano, se bio, ma se fa schifo, cazzo. Oh, pardon. Allora, le bio, va bien, mais maintenant, le bio, il est devenu bon. Alors, avanti. Bravo. Merci Carlo. Merci. Je voulais passer maintenant la parole à nos amis étudiants qui travaillent sur ces questions et qui sont aussi, j'allais dire, notre avenir à tous, puisqu'on parle ici d'éducation, de transmission. Voilà, si l'un de vous veut intervenir. Je te laisse poser une question. Bonjour à tous, Olivia Baudot de l'ESCP Europe. Ma question s'adressera donc à Monsieur Gérard Apfeldorfer. Une question un petit peu générale, mais pour histoire de planter un petit peu le décor. Est-ce que vous pourriez, monsieur, nous rappeler quels sont les acteurs, les enjeux et puis aussi les caractéristiques de cette éducation relative donc, à l'éco-alimentation? Les acteurs, les enjeux et puis... Et les caractéristiques de l'éducation Oui. Je pense aujourd'hui, le problème, c'est que le consommateur, le mangeur, est aux prises avec deux systèmes. Il y a d'une part un premier système qu'on pourrait appeler le consumérisme boulimique, qui fait pression sur nous pour nous faire manger le maximum de choses, donc la production industrielle, et puis de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler le puritanisme hygiéniste. Alors, du côté du consumérisme boulimique, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes dans une société de consommation, mais consommer des objets a des limites. Nous sommes capables de consommer
un certain nombre d'objets, mais un maximum finalement, et on a été obligé d'inventer des nouveaux objets de consommation et de rendre consommables des concepts qui n'étaient pas liés à la consommation auparavant. Comme par exemple de rendre finalement capitalisables des concepts qui n'étaient pas de l'ordre du capitalisme. Comme par exemple la minceur, la beauté, la jeunesse, l'intelligence, la santé, parce que maintenant nous avons un capital jeunesse, un capital santé, un capital intelligence, et nous pouvons capitaliser là-dessus. Et donc ça devient aussi un objet de consommation, pour pouvoir augmenter son capital, bien sûr. Ça, c'était un peu dans les sociétés modernes. Et puis dans les sociétés postmodernes, on en est arrivé à cette idée que c'était pas suffisant d'amasser, finalement. C'était pas suffisant d'avoir de plus en plus de capital beauté ou de capital minceur, mais qu'il fallait avoir une vie qui soit équilibrée, qui soit, je dirais, organisée en tant qu'œuvre d'art. Et donc, sa vie maintenant, ça doit devenir une œuvre d'art où on a un équilibre dans tout, finalement. Réussir dans sa vie professionnelle, amasser du capital beauté, amasser du capital minceur, amasser tout ce qu'on peut amasser, mais d'une façon harmonieuse. Si dans un des domaines vous échouez, eh bien c'est toute votre vie qui est en péril et ça va vous empêcher d'arriver au bonheur, le bonheur étant cette harmonie globale. Alors, vous voyez, pour finalement cette pression que nous avons de faire de notre vie une œuvre d'art, ou bien d'être dans un système capitalistique où on amasse, ça met beaucoup de pression sur nous. D'autre part, nous sommes aux prises avec un deuxième discours qui est un discours puritain. C'est le discours sur la bonne alimentation, manger moins gras, moins salé, moins sucré, ne pas grignoter entre les repas. C'est un vieux discours qui est un discours qui s'inscrit dans le puritanisme et qui est le même discours qu'on vous servait dans les années 1850. Je reprends le discours de M. Sylvester Graham en 1834. Il disait pratiquement ce que dit le programme nutrition santé d'aujourd'hui. Il ne faut pas manger des choses trop bonnes. Il faut qu'elles soient... si elles sont trop bonnes, on est du côté du péché. Donc il faut se nourrir il faut juste nourrir son corps et pas plus que ça. Et pour ça, donc, il faut manger peu salé, pas d'épices, pas d'assaisonnement, pas trop de sucre, pas trop de gras, pas grignoter entre les repas. Voilà, c'était le discours de M. Graham à l'époque. Alors, nous sommes aux prises avec ces deux discours-là. Et ils sont toujours en parallèle. D'un côté, on vous dit « mangez, consommez », et de l'autre côté, on vous dit soyez moral, évitez le plaisir, nourrissez juste le corps, parce qu'il faut le nourrir, bien sûr, mais pas plus que ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait entre ces deux discours? Alors, on est tout le temps en train d'osciller là-dedans. Quand on parle d'éducation alimentaire, eh bien, quelle éducation alimentaire on va faire? Est-ce qu'on va promouvoir un discours de plaisir ou est-ce qu'on va promouvoir un discours puritain, moral et de santé, ou bien est-ce qu'on va arriver à sortir de cette opposition? Ce que je vous disais tout à l'heure sur la régulation de la prise alimentaire et sur l'importance du plaisir nous conduirait à sortir de cette opposition. Et ce que disent aussi le discours de Slow Food nous permet aussi de sortir de cette opposition. Et les grands artistes que nous avons en France du point de vue de la cuisine, là aussi, nous permettent de sortir de cette opposition, d'arriver à retrouver ce plaisir. Alors c'est peut-être ça l'éducation alimentaire qu'il faut faire. Il faut distinguer l'éducation alimentaire et l'information nutritionnelle. L'information nutritionnelle, c'est passionnant, ça fait partie des SVT, on apprend ça, comment fonctionne un corps, les glucides, les lipides, les protéines, tout ça, mais ça ne sert pas plus de savoir tout ça que pour conduire une voiture, ça vous sert de savoir comment marche un moteur à 4 temps. Vous savez comment marche le moteur, mais ça ne vous apprend pas à conduire. Et là, donc, il s'agit de faire cette éducation alimentaire
en revenant donc à ces traditions, à l'histoire, à la géographie, à comment les choses se mangent, aux manières de table, à la répartition, à manger ensemble, puisque que ce soit en France ou en Italie, manger ensemble, la convivialité est un élément fondamental. Le système français et italien sont vraiment assis du point de vue alimentaire sur la convivialité et le plaisir à manger. Et donc l'éducation, ça va se faire forcément dans le sein des familles. Ce sont les parents qui font l'éducation des enfants. Ils font l'éducation générale des enfants, ils leur apprennent comment vivre, et ils font aussi l'éducation alimentaire qui fait partie de l'éducation générale. Alors vous allez me dire, eh bien cette éducation, aujourd'hui, elle ne se fait plus parce que les parents sont déficients. Ça, c'est le problème des parents. Nous avons aujourd'hui des gens qui ne savent plus comment on mange. Et donc, comment vont-ils faire pour éduquer leurs enfants? Pardon. Oui. Je crois que nos amis voulaient vous interroger, peut-être Carlo, sur ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on a, je crois, bien tracé les principes et les enjeux et les tiraillements dont on est l'objet tous aujourd'hui, en tant que parents et en tant qu'adultes mangeants. Mais il y a quand même des choses qui se font, il y a quand même des lieux ressources, il y a quand même des initiatives au-delà du cercle familial qui existent, sur lesquelles peut-être on peut s'appuyer. Vous aviez une question, je crois, à ce sujet. Oui, bonjour. Donc, Sylvain Boucheran, École centrale de Lille, et cofondateur du cabinet de conseil en stratégie RSE, blevolution.com. J'avais justement une question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment qui s'adresse à M. Petrini. C'est quelles sont les initiatives d'éducation communautaire ou populaire qui s'intéressent au lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement? Est-ce qu'on pourrait avoir une comparaison entre les différents pays? Est-ce qu'il y a des pays plus en pointe que d'autres dans cette éducation à l'alimentation plaisir? Est-ce qu'il y a des initiatives qu'on pourrait médiatiser ici pour peut-être les reproduire en France? Est-ce que vous avez un peu une vision globale de ce qui se fait dans nos pays occidentaux? La questione è di drammatica importanza perché negli ultimi 50 anni due sono state le cause principali del disastro ambientale e anche agricolo. La prima è aver portato l'industria dentro il contesto agricolo, ritenendo l'agricoltura come un comparto, come la siderurgia, no, l'agricoltura è molto diversa. L'agricoltura esige una visione olistica, un'interpretazione complessa del mondo. Questa è la prima responsabilità. La seconda responsabilità, per rispondere alla domanda, il vero disastro è che il cibo ha perso valore. La valorialità del cibo è sparita. C'è solo più la merce, solo più il prezzo. Valore diverso da prezzo, molto diverso. Nel valore c'è il lavoro, c'è il rispetto, c'è la storia, la conoscenza, il savoir-faire. Nel prezzo tutto diventa commodity, tutto diventa commodity. Io ricordo mio nonno, quando finiva di mangiare, quasi come un atto meccanico, raccoglieva le briciole sul tavolo. Nel meridione d'Italia, quando cadeva il pane per terra, si prendeva e si baciava. Oggi noi in Italia buttiamo via 4.000 tonnellate al giorno di cibo edibile. 4.000 tonnellate al giorno. Domani sono 8.000, 12.000. Lo stesso in Francia. 22.000 tonnellate negli Stati Uniti. Perché? Perché il cibo ha perso valore, è solo merce e deve sempre costare di meno, per poterne buttare via di più. Allora, rispondo, senza educazione, senza un grande movimento educativo di informazione, educazione dai bambini fino agli adulti, noi non cambieremo questa situazione.
Noi abbiamo bisogno di sapere tutto sul cibo, l'origine, la tracciabilità, i metodi di trasformazione, cosa dobbiamo essere sempre più esigenti. E a livello scolare bisogna partire dai bambini. Allora io sono d'accordo, un concetto educativo non può partire attraverso una concezione nutrizionistica classica, è la sua concezione quella giusta, che collega il piacere, la storia, la memoria e lo porta avanti. Noi siamo pieni di nutrizionisti che calcolano i lipidi, i grassi, sembra tutto bilancino, tutto. Oh, per l'amor del cielo! La questione è filosofica, è filosofica. Allora l'educazione deve esprimere questo. Il primo atto più importante dal punto di vista educativo è il ritorno alla terra. Se noi non rendiamo credibile il ritorno alla terra, tutto questo è bla 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 bla. Allora, cosa si può fare? Ogni paese, ogni città, ogni scuola deve avere il jardin potager, l'orto nelle scuole, l'orto nei villaggi, l'orto nelle case di riposo. Basta le case di riposo con i giardini. Un anziano che vede, sta alla fine della vita, vede il giardino, quasi come se vedesse il paradiso futuro. Fai l'orto! L'orto, l'anziano diventa attivo. Il ritorno alla terra, l'elemento più forte dal punto di vista educativo oggi, in questo momento, e il bisogno che noi tutti avvertiamo è di riconciliarci con la terra madre. La riconciliazione della terra con la terra passa attraverso l'orto. Sembra una cosa stupida, ma è importantissimo. Quando ho chiuso Terra Madre nel 2008, tutte le comunità, io ho detto, costruite degli orti, fate degli orti dappertutto, nelle città. Se la scuola non ha lo spazio, levi 2 parcheggi di macchine, via 2 parcheggi di macchine, fai l'orto nella scuola. Dappertutto deve crescere l'orto. Chiudo Terra Madre a ottobre 2008, a novembre la vicepresidente di Slow Food, Alice Water, che è una grande cuoca, un'icona dell'agricoltura biologica nella ristorazione americana, mi telefona e mi dice: Carlo, ho chiesto a Michelle Obama di aprire un orto alla Casa Bianca. E io ho detto: oh, per l'amor del cielo, la Casa Bianca. A marzo si è aperto l'orto nella Casa Bianca. Se si apre l'orto nella Casa Bianca è giusto che migliaia di orti entrino nelle città. Tutte le città, sui terrazzi, dove volete, ma la riconciliazione con la terra dal punto di vista educativo è avvicinarsi alla terra, è sporcarsi le mani. Un bambino che vede quando metti il seme e il seme che cresce, quel bambino non sarà un consumatore passivo, sarà molto più rispettoso degli altri. En attendant le jardin potager à l'Élysée, peut-être ça peut être l'objet d'un atelier de travail hein, dans vos facultés, une petite pétition, un mouvement, quelque chose. Vous m'entendez? Pardon, vous m'entendez pas? Ouais. Vous aviez d'autres questions pour nos invités sur d'où doit venir l'information hein. Je crois que Carlo a été clair là-dessus. En fait, on est tous responsables. On ne va pas attendre des nutritionnistes, on ne va pas attendre des enseignants, on ne va pas attendre tous des parents non plus. On est chacun responsable aujourd'hui, maintenant, de la façon dont les choses vont tourner sur cette terre. Bonjour, Samson Lecluze, Institut supérieur de l'environnement. Comme aujourd'hui on parle donc d'éducation à l'alimentation et d'environnement, je voulais entendre votre avis sur un autre point, c'est sur les régimes alimentaires en fait. Je vais prendre un exemple qui va susciter polémique. Je prends le régime du docteur Ducamp,
le fameux hyperprotéiné, l'auteur de Je ne sais pas maigrir. Alors, à l'heure où l'on parle de l'empreinte écologique de notre proportion alimentaire, trop de viande ou pas assez de viande, etc., je voulais savoir votre avis sur, voilà, à la fois pour le régime du docteur Ducamp, ses atouts et ses inconvénients vis-à-vis du plaisir alimentaire et de la manière de se nourrir et de chercher à perdre du poids, et aussi son impact écologique. Est-ce qu'on peut dire que ce type de régime hyperprotéiné serait néfaste s'il était fortement suivi? D'ailleurs, c'est l'un des régimes les plus suivis en France. Voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus. Gérard, c'est pour toi. Alors, les régimes amaigrissants, il y a une longue histoire des régimes amaigrissants qui remonte à quasiment 2000 ans. Et on peut considérer que ça fait depuis, je dirais, le XVIIe siècle qu'il y a des régimes à succès. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, véritablement. Et le régime du docteur Ducamp est un régime hyperprotéiné qui n'est pas nouveau non plus. Il y a eu d'autres régimes hyperprotéinés au XIXe siècle en particulier qui ont eu beaucoup de succès aussi. Donc, maintenant, c'est le tour du docteur Ducamp. Il y a une sorte d'idolâtrie d'un certain nombre de gourous du régime. Et c'est chacun son tour, je dirais. Donc, aujourd'hui, c'est la mode du docteur Ducamp. Sur un plan scientifique, on a démontré très clairement que les régimes amaigrissants étaient inefficaces sur le moyen et le long terme, efficaces sur le court terme, mais inefficaces sur le moyen et le long terme, et qu'ils étaient délétères, qu'ils créaient des problèmes de santé. Donc il y a eu une étude qui est sortie en décembre 2010 en France, qui a été faite par l'ANSES, donc un organisme gouvernemental, une étude très objective qui a repris la littérature mondiale sur le sujet et qui a bien démontré l'inefficacité et la dangerosité des régimes et en particulier du docteur Ducamp. Alors évidemment, donc c'est mauvais, c'est tout à fait à l'encontre de tout ce qu'on vient de raconter jusqu'à présent, c'est-à-dire d'instaurer un contrôle volontariste de son alimentation plutôt que d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires, de ses appétits, de ses émotions alimentaires et de manger des aliments qui ont du sens et de pouvoir les partager avec les autres. Donc on est vraiment dans deux optiques complètement différentes. Donc une optique, je dirais, quasiment technologique, technocratique, diététique, une affaire de protéines, de glucides, de lipides, et puis de l'autre côté, une confiance dans ces mécanismes de régulation, dans son propre corps, dans cette bonne fonctionnalité de son propre corps, et donc de faire confiance à ces appétits qui vont nous amener dans la bonne direction. Bien évidemment, une fois qu'on est parti dans une mauvaise direction, eh bien, c'est pas si facile de revenir dans la bonne. Et en tant que médecin, je passe mon temps justement à aider les gens à rétablir une alimentation gouvernée par les sensations plutôt qu'une alimentation contrôlée. Oui, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Vous répondez de manière générale sur ce qu'est un régime, le problème fondamental du principe de régime. Donc, oui, vous répondez à la question. Alors, oui. Voilà, c'est quoi un régime finalement? C'est essayer de prendre le contrôle de son comportement alimentaire pour avoir le contrôle de son poids. Et donc, c'est ce que je disais, c'est tout à fait opposé à l'idée de laisser jouer ces processus de régulation et de laisser son poids arriver naturellement à son poids d'équilibre. Normalement, nous avons tous un poids d'équilibre, un poids auquel le corps se règle spontanément quand on mange de façon régulée, de façon naturelle. On s'installe dans ce poids-là et on n'en bouge pas, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, mais d'année en année, on fait le même poids quand on mange de cette façon naturelle. Vous aviez une autre question ? Oui ? Allez-y. Bonjour, je m'appelle Myriam Moutakab, je suis étudiante à l'Institut supérieur de l'environnement. Ma question s'adresse à Monsieur Rollinger. Quels sont les enjeux de la cuisine traditionnelle française vis-à-vis du développement durable? Doit-elle figurer d'exemple sur le plan international? Vaste question qui touche évidemment dernièrement l'actualité par rapport à l'inscription du repas gastronomique français au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a fait couler énormément d'encre.
Je faisais partie de l'équipe qui, il y a maintenant 4 ans, avait pris l'initiative de ce rêve, de cette folie. Je dois dire que lorsque l'on dit cuisine, pourquoi toujours associer à la cuisine française le mot tradition? Je pense que ce qui caractérise avant tout, peut-être assez paradoxalement d'ailleurs, ce qui caractérise avant tout la cuisine française, c'est sa perméabilité. Elle paraît parfois un peu rigide, codifiée, arrêtée. Et en réalité, depuis 2 siècles pratiquement, c'est une cuisine qui est perméable à l'autre comme aucune autre. Je vous rappelle que je les appelle moi ces cuisiniers lumière qui, à un moment donné, ont suivi les grands penseurs et arrivaient dans les cours avec non pas des produits du terroir, mais tout d'un coup avec des produits d'ailleurs. Je pense évidemment à la pomme de terre, aux haricots, à la courgette, à la tomate, à l'ananas, au cacao, au café, au sucre et à la vanille. Et tout d'un coup, non seulement ils ont eu cette première forme d'intelligence qui était la curiosité, ont apprivoisé, magnifié un produit et se le sont totalement approprié. Comme on prend par exemple un des plats peut-être les plus franchouillards, qui serait le cassoulet, mais qui est probablement le plat le plus exotique au monde. Sans le haricot d'Amérique du Sud, ce que serait le cassoulet, évidemment. Et là, cette cuisine française, je pense qu'elle a un point très fort, c'est toujours quand même cette ouverture, même si certains, parfois, veulent toujours un petit peu l'arrêter et la figer. Heureusement, il existe aussi d'autres cuisiniers qui veulent toujours ouvrir les portes en grand de cette, justement, de tout ce pourtour maritime français, donc s'ouvrir à l'autre et à l'ailleurs. Et elle se distingue par cette diversité. Je crois qu'il existe, en réalité, il n'existe pas de cuisine française. Il existe des cuisines. Et moi, je fais partie de ceux, un jour, on m'a posé la question, et comment vous positionnez-vous dans la cuisine comme cuisinier français? Et je dis, je pense que la cuisine, en tant qu'art mineur, n'a pas de frontières, n'a pas besoin de bannières régionales, encore moins nationales pour exister. Il y a des hommes et des femmes dans des endroits donnés et qui ont cette mission de nourrir l'autre. Voilà. Et alors, aujourd'hui, la cuisine française a effectivement, alors certains vous diront qu'elle est en perte de vitesse. Néanmoins, on a des demandes énormes du monde entier parce que il ne s'agit pas évidemment que la cuisine française rayonne dans le monde entier, ce serait absolument idiot. Mais des gens qui étaient un petit peu mégalos, je pensais à des Louis XIV ou des Napoléon, ne pouvaient même pas imaginer qu'une forme d'art de vivre à la française puisse se déployer, comme on peut le voir aujourd'hui, dans le monde entier. Qu'aujourd'hui, évidemment, des hommes et des femmes, et en particulier le monde anglo-saxon, se mettent à faire des potagers, c'est absolument merveilleux. Mais je vous rappelle qu'auparavant, ils savaient surtout faire un très joli gazon. Et que tout d'un coup, il existe des écoles hôtelières, que les gens prennent dans les 4 coins du monde conscience de la richesse dont ils disposent à travers leur nourriture, à travers leurs habitudes alimentaires, à travers... Ça, c'est absolument merveilleux. Alors, c'est pour ça que si, effectivement, beaucoup viennent chercher une forme de solfège dans la cuisine française, comme un solfège de la cuisine, ça, tant mieux. Et je crois que là, pour le coup, les Français, nous n'avons pas à rougir et nous n'avons surtout pas à avoir une fausse modestie à ce niveau-là. Je pense au contraire que la France devrait encore avoir beaucoup plus un rôle de leader dans sa responsabilité de la nourriture, pays des droits de l'homme, mais qui devrait devenir le droit du pays du bien manger. Et dans cet univers, il y a évidemment la dimension... parce qu'on est dans l'éducation. Moi, je voulais juste revenir par rapport au centre. Je reste quand même optimiste. Pourquoi? Parce que on sait bien, tous les instituteurs, tous les professeurs, moi de ma génération, ils étaient tous trotskistes. Et donc, on était tous trotskistes. Et puis, et en plus, en Bretagne, on était à la fois trotskistes et Front de Libération de la Bretagne, FLB. Alors, ça faisait un drôle de cocktail, mais... Et puis aujourd'hui, eh bien, le monde de l'éducation, et tant mieux que je salue, parce qu'ils n'ont pas un rôle facile aujourd'hui à jouer dans un tas de domaines, en particulier dans celui, pour le coup, de l'éducation, parce qu'on voudrait dire, bon, les familles, on abandonne, donc on donne ça à l'État. Et c'est toujours la faute de l'État, du gouvernement, des enseignants, de ceci, ça. Et de dire que, eh bien d'abord, des enfants qui se mettent à table.
Il n'y a rien de plus merveilleux que des enfants qui sortent de cours, qui sont dans la cour de récréation et qui se mettent à table. À table, c'est quoi? C'est un vrai sens, c'est-à-dire c'est un moment de partage où on va être ensemble et on va faire quelque chose ensemble. Et je pense que justement le monde de l'éducation nationale est absolument convaincu des urgences environnementales. Le problème, c'est que les enfants ils ont déjà ces sensibilités. Les enfants, ils ne laissent plus couler le robinet lorsqu'ils se brossent les dents. Ils jettent plus des papiers n'importe où. Ils n'ont pas encore tout à fait compris qu'eux-mêmes faisaient partie de la grande dame nature. Et lorsqu'ils vont prendre... Je suis pas persuadé que demain, de vouloir faire croire que c'est un acte civilisé, il faut reprendre le goût de nos grands-mères, d'avoir un bon poulet rôti, toutes ces choses-là. Je pense que on est dans un monde de messages, on est dans un monde de communication, et ce sera très difficile de leur faire comprendre qu'il va falloir retourner justement dans la tradition. Moi, je pense qu'il faut surtout, au contraire, imaginer, créer un monde nouveau pour eux, et en particulier lié à la fois à l'alimentation, mais qui est directement lié à la vie et au sens politique, avec une forme déjà de messages mondiaux. On est déjà dans une forme de gouvernance. Slow Food est un témoin, je veux dire, c'est un mouvement international, pour contrecarrer justement les entreprises transnationales qui sont des rôles compresseurs. Je reviens à mon optimisme. On est à la table avec ces enfants. Les enfants l'alimentation, l'écologie doit basculer dans l'alimentation. D'autre part, il y a un sujet qui touche tous les enfants et qui devrait, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas grandir, c'est la notion de ne pas supporter l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi? C'est juste tout d'un coup prendre conscience qu'on ne doit pas écraser un autre pour pouvoir se nourrir. Et croiser, évidemment, mais ce n'est pas simplement l'autre personne à l'autre bout du monde qui va vous cueillir un grain de poivre ou une gousse de vanille, c'est aussi son producteur de lait juste au bout de la ville. Et puis, donc ça, c'est une forme de commerce équitable. Et puis derrière, à la maison et plus loin. Et puis derrière, il y a cette approche, évidemment, environnementale qui est en réalité biaisé et qui fonctionne en touchant l'égoïsme. Je vous rappelle, l'agriculture biologique était liée directement à un problème d'environnement. Et tout d'un coup, elle a connu un succès énorme lorsqu'on a dit « Ah oui, mais tout d'un coup, c'est très bon pour votre santé. » Alors là, si mon enfant, je lui donne du bio, il va être en meilleure santé, là, j'achète du bio. Mais ce n'était pas du tout l'essence même au départ de l'agriculture biologique. Donc, il va falloir aussi jouer sur plusieurs facteurs. La convivialité, d'être ensemble, le partage, la notion d'injustice. Je parle des enfants, hein, parce que des gens érudits, civilisés, ça c'est facile. C'est ce qu'on a justement la marque d'une grande cuisine, c'est justement la marque d'une grande civilisation. Mais et justement, ces entreprises transnationales voudraient nous faire retomber dans une forme de barbarie de toute manière, et donc de s'alimenter, de se rapprocher à nouveau de l'animal et effectivement du produit que l'on achète. Et il me semble qu'il va falloir aussi toucher sur l'individualisme aussi, parce que injustice, solidarité, mais derrière, il y a aussi l'individualisme. Et si cet individualisme permet, en tous les cas, de faire en sorte que la nature soit préservée pour les générations futures, alors il faudra absolument jouer la carte santé. Parce que santé, c'est les gens, lorsqu'ils passent santé, ils pensent leur santé. Ils ne pensent pas nécessairement la santé des autres et la santé du monde. Mais la santé de chacun, évidemment, engendrera la santé d'un plus grand nombre. Donc je suis pour ça, paraît à la fois pessimiste, mais pessimiste vigilant et optimiste triste. Carlo, peut-être, est-ce qu'on peut rebondir sur ce que vient de dire Olivier, sur justement ce passage vous nous donnez combien de temps pour passer de l'industrie agroalimentaire triomphante à chacun son potager dans toutes les villes d'Europe, par exemple? C'est-à-dire, c'est une évolution que vous voyez comment? Ça va très vite quand même, le slow food, si j'ose dire. C'est 89. On est aujourd'hui à l'UNESCO en train de parler de ces questions. Je pense que tout le monde ici est conscient des enjeux considérables liés à ces questions. Les choses commencent à changer.
est-ce que vous pensez que ça va mettre une génération, 2 générations? Non lo so, non so rispondere. L'unica cosa certa è che questo sistema alimentare si sta esprimendo in tutta la sua criminalità, non solo per il pianeta, per la salute delle persone, per la giustizia sociale. È un disastro di proporzioni enormi. Stiamo perdendo la fertilità dei suoli, le acque sono inquinate e le concentrazioni di allevamenti di animali stanno distruggendo gli ecosistemi. L'agricoltura industriale ha distrutto la piccola agricoltura. Io vengo dalla Bretagna, sono stato 3 giorni in Bretagna, è un disastro. Appena sono arrivato i contadini mi hanno detto non abbiamo la terra, non abbiamo la terra. Io dico ma come? C'è tutta terra. No, è tutta terra concentrata nelle mani di pochi e c'è una concentrazione di produzione animale impressionante. Potrei continuare. Contraddizioni enormi, perché noi vedete in qualsiasi paese del mondo, ricco o povero, se aprite la televisione in qualsiasi ora del giorno e della notte c'è qualcuno con una padella che parla, ricette. Abbiamo mai parlato così tanto di alimenti e non ci sono più gli alimenti buoni. Abbiamo mai parlato così tanto di alimenti e non ci sono più i contadini. I giovani non vogliono più andare a fare i contadini. Nel 1950 in Europa il 50% della popolazione attiva era contadino. Adesso sono il 3%, più della metà, più di 65 anni. Noi non mangeremo computer, eh? Allora, quanto ci vorrà di tempo? Io penso che il disastro dell'agricoltura industriale si sta riversando anche in quel sistema lì. Oggi quel sistema lì è in profonda crisi. Però il sistema alternativo non è ancora tutelato, non è ancora difeso. La politica è sorda, nessuno capisce il dramma della situazione, nessuno capisce il disastro che c'è. E tutti a parlare di produzione intensiva. Noi abbiamo bisogno che le comunità, le reti si rafforzino per incidere sulla politica, anche nella nostra Europa. Se non cambia la politica agricola comunitaria, tutto questo... Certo, non cambieremo con gli orti. Gli orti sono una risposta all'educazione. La risposta invece al sistema è molto più complessa, riguarda le comunità, i territori, i villaggi, la nostra stessa identità europea. Noi stiamo perdendo la nostra anima, di europei, perché noi siamo nati dentro un sistema agricolo, il rispetto dell'agricoltura, e ce l'abbiamo messo sotto i piedi. O si cambia. E la speranza siete voi giovani. Sto andando troppo avanti, ma voi dovete cambiare. Noi vi lasciamo un mondo disastroso. Se non cambiate voi, ragazzi, non è possibile. E il cambiamento deve partire anche dai nostri atteggiamenti individuali. L'agricoltura innanzitutto, ma anche noi. Allora, io vi invito a una cosa, quando andate a casa oggi, va bene, fate il piacere, aprite il frigorifero. Guardate che tombe di famiglia che teniamo in casa. Prezzemoli che chiedono pietà. Non ne posso più, fai qualcosa. Vasetti che mettono un leggero strato di muffa. Cambiamo. La rivoluzione nuova parte dall'approccio individuale e poi diventa forza collettiva.
Ma se noi non partiamo da noi, non è possibile cambiare la politica. Je vous propose effectivement de prendre la parole dans la salle. Vous aviez encore une question, pardonnez-moi, je reviens vers vous. Oui, donc moi, justement, en tant que jeune, on parle beaucoup d'éducation des enfants, mais je pense qu'effectivement, les solutions qui ont été proposées jusque-là, le fait de s'écouter, d'essayer de trouver son poids naturel, de manger, pas forcément dans une idée puritaine, ne pas manger entre les repas, etc., etc., effectivement, ça peut marcher si c'est dès le départ dans l'éducation. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment toute une génération a pu être éduquée à croire que ce qui est bon pour les papilles, c'est forcément gras et sucré, que ce qui est bon pour le corps, c'est mauvais au goût, que grignoter pendant les repas, ça vient aussi de l'éducation. Et enfin, moi, je peux témoigner personnellement parce que je gère l'AMAP de mon école. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Maëlle Le 16 et je suis à Sciences Po Paris en master environnement, développement durable et risques. Et j'ai appris le mois dernier à cuisiner les topinambours, les rutabagas, les panais. C'est des légumes que j'avais jamais vus de ma vie. Je ne savais même pas qu'ils existaient. On ne les trouve pas en grande surface. Je voudrais savoir comment c'est possible que ces légumes aient disparu. Pourquoi est-ce que retourner à ces légumes-là qui poussaient avant en France, et la tagine de topinambour, c'est bon. Pourquoi est-ce que ces légumes-là, on ne réapprendrait pas à les cuisiner? Et pourquoi réapprendre à les cuisiner, ça serait retourner à l'époque de nos grands-mères? Et enfin, comment on peut expliquer la diffusion aussi rapide en un demi-siècle de toute une mauvaise éducation en termes de cuisine? Merci. Olivier, tu veux répondre? Et ensuite Gérard, peut-être? Oui, enfin, sur le plan cuisine, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il y a quand même... pour 60 millions de consommateurs, à peu près 5 centrales d'achat. C'est-à-dire qu'il y a une forme de verticalité de ces entreprises transnationales qui vont bien au-delà des normes publiques, mais figent des codes qui leur sont propres et qui imposent aux producteurs... vous parlez évidemment des topinambours et de l'ensemble des légumes oubliés, mais on pourrait simplement parler de l'ensemble des concombres qui sont un tout petit peu courbés et qui n'ont pas le droit d'être dans un rayon, parce qu'il y a un arc de cercle, enfin, il y a un degré qui est bien... Enfin, je veux dire, on est évidemment dans une stupidité, mais c'est malheureusement... Mais c'est comme depuis le Moyen-Âge. Celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui détient le pont. Et celui qui détient le pont aujourd'hui, c'est la grande distribution. Et la grande distribution a ses centrales d'achat et va donc imposer une concentration dans la production. On parle évidemment de la production animale de la Bretagne, qui bientôt va devoir nourrir en porc bientôt toute l'Europe, avec la Hollande qui nous donne un coup de main sur ces... Non, et on voit que... c'est dans le sens évidemment d'un profit direct de ces grands distributeurs qui veulent limiter leurs coûts et imposer aux producteurs et au monde agricole un diktat qui est avant tout pour leur faciliter la vie. Et c'est la raison pour laquelle tout ne... Enfin, lorsque Carlo dit, effectivement, on joue là, c'est un véritable enjeu politique, c'est-à-dire que tout vient du consommateur. Aujourd'hui, quand vous voyez les grandes surfaces qui font du commerce équitable, sur lequel d'ailleurs ils font les plus grosses marges aujourd'hui, où ils vont vers l'agriculture biologique, c'est pas pour le bien de la planète ou pour le bien de l'humanité. C'est parce que les consommateurs demandent. Et dans cette, donc on sent bien quand même qu'aujourd'hui le peuple a le droit et le devoir, en tous les cas, d'exiger une autre nourriture. Absolument, à condition qu'il se déconditionne. Hein. C'est ça dont vous parliez aussi, c'est nos conditionnements esthétiques, gustatifs. Gérard, vous êtes un peu comportementaliste, vous pouvez nous éclairer là-dessus? On peut se déconditionner? Alors oui, on peut se déconditionner, mais il faut encore avoir des bons produits. C'est vrai qu'il y a une uniformisation des goûts qui nous sont proposés. Moi, j'avais visité il y a quelque temps une fabrique de fromage Rocamadour
où on m'avait montré des chèvres qui étaient dans un enclos fermé, où elles mangeaient une nourriture artificielle. Et j'étais un peu surpris en me disant, bah, c'est le printemps, il fait beau, il y a des herbes partout, ça sent bon. Pourquoi est-ce que les chèvres ne sont pas dehors à manger de l'herbe? Et on m'a dit, bah, c'est pas possible parce que nous avons un AOC, rocamadour, et qu'on nous impose d'avoir un goût permanent sur le rocamadour, 365 jours par an. Or, si nous laissions gambader les chèvres dans la montagne, eh bien, il y aurait un goût différent pour le printemps, pour l'été et pour l'hiver. Donc ça n'était pas tolérable dans le cadre d'une uniformisation de l'AOC. Alors, on voit ça pour les différents fromages, donc cette uniformisation des goûts. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous avons une génération qui a été éduquée là-dedans, qui a eu ces produits à disposition et qui n'a plus l'habitude d'une variété gustative. Et donc peut-être qu'il faut revenir à ça, il faut insister, et je crois que ça c'est vraiment chacun qui peut se recentrer sur d'une façon parfaitement égoïste, comme le disait tout à l'heure Rollinger, je suis tout à fait d'accord, il faut être égoïste de ce point de vue-là, il faut être égoïste et il faut être épicurien, et se recentrer sur les bons goûts, prêter de l'attention au goût, et refuser de manger des choses qui n'en ont pas de goût. Et qui, en fait, des choses qui n'ont pas de goût ne seront aussi pas bonnes pour notre corps. Il y avait des questions dans la salle, je crois. Oui, madame? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Martine Peyer. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Changeons la cantine à Marseille. Peut-être que monsieur Olivier Rollinger se souvient de nous, parce que normalement, il a dû avoir un courrier de notre part. Je suis là. Voilà, bonjour. Parce que, justement, j'invite tous les gens qui sont dans cette salle à s'intéresser à ce que les enfants mangent à la cantine scolaire. Parce que c'est là aussi où on peut vraiment, vraiment agir. À Marseille, c'est 45 000 repas par jour. Donc c'est un des plus gros marchés d'Europe. Il y a un renouvellement du cahier des charges et du marché en ce moment. Il n'était absolument pas question, surtout à Marseille, de bio, de qualité, etc. C'était le prix le plus bas. Et grâce à un tout petit groupe de parents, de citoyens, qui ne sont pas forcément des parents délégués, etc., on a fait bouger les choses grâce aussi au WWF qui nous a soutenus. Nous, ça fait 3 ans qu'on se bat, donc il ne faut pas hésiter à se battre. Mais avec 45 000 repas par jour, on peut aider des agriculteurs à survivre, on peut changer la façon de faire l'agriculture autour de la ville, on peut changer la santé des enfants, on peut changer l'éducation des enfants. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'invite tout le monde à s'intéresser à ce que les enfants mangent à la cantine. Merci, bravo. Prenons-en de la graine. Madame? Pardon, monsieur. Voilà. Bonjour, Dominique Leroux, je suis agriculteur et j'ai la chance de faire sa patronne de Paris dans une ferme qui s'appelle Gali. C'est une question qui s'adresse à Carlo Petrini, un peu plus loin, voilà, qui s'adresse donc à Carlo Petrini. Je trouve que vous avez un mouvement, vous avez depuis une vingtaine d'années créé un mouvement fabuleux. Nous y travaillons, nous, à la ferme de Gali depuis 81, date à laquelle j'ai repris des activités. On reçoit 90 000 enfants par an aujourd'hui en matière d'éducation. On reprend à faire du miel, faire du pain, enfin, etc., etc. Donc on est dans ce mouvement-là. Depuis 80, on a des rencontres spécialisées où on essaye de réconcilier les producteurs et puis les urbains, hein, en disant venez donc apprendre, regarder et comprendre hein, les difficultés des uns et des autres. Tout ça, ça fait une trentaine d'années, 20 ans pour votre mouvement. Mouvement international, on disait tout à l'heure ça va vite. Je pense que ça va très lentement. Et la question que je voudrais poser à Carlo Petrini, c'est pourquoi tant de difficultés à ce que le mouvement Slow Food s'installe en France. J'ai eu la chance de faire le tour du monde. Le Slow Food italien, déjà répandu en Italie de façon importante, Turin, la capitale, au mois de septembre, un mouvement extraordinaire. On va, soutenu par la région, adossé ou en tout cas aidé par le Piémont, la région formidable, aidé aussi et dans une relation particulière avec l'économie, puisque une entreprise qui s'appelle Italie est le vrai relais hein, du discours Slow Food. À New York en septembre dernier, à Tokyo, sur Italie, il y a 2 ou 3 ans, etc. Pourquoi c'est si difficile en France? Qu'est-ce qui se passe?
pourquoi le formidable travail que vous avez fait a du mal à s'installer en France. Et pourtant, il y a des conviviums, hein, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne prend pas. Pourquoi moi j'ai du mal à rentrer en relation avec le slow food français? Pourtant, on fait le même boulot. Je voudrais avoir la réponse de Carlo Petrini. La prima risposta che mi viene da dire è che noi siamo slow, quindi col tempo si radicherà anche in Francia, però la risposta vera è un'altra. La Francia, a differenza dell'Italia e anche degli Stati Uniti, ha una grande componente di associazioni ambientali che lavorano sui territori presenti molto forti. E questo è un bene. Cosa può portare Slow Food di diverso rispetto a tutto questo? È l'elemento col quale abbiamo iniziato, il piacere. Il piacere può essere una componente forte per il cambiamento. Per realizzare questa unione tra il piacere e il cambiamento è la nostra missione principale. Però qui c'è bisogno di fare chiarezza sulla gastronomia, perché se io chiedo in giro che cos'è la gastronomia, l'90% mi parla degli aspetti prettamente ricettistici, ricette, o delle valutazioni per i vini, per i ristoranti. Questa è una parte della gastronomia. È una parte che oggi è forte, come dicevo prima, tutte le televisioni, tutti i giornali, ma è una parte della gastronomia. La gastronomia è anche chimica, fisica, perché col fuoco io cambio, rendo edibile il prodotto che mi dà la terra. La gastronomia è biologia, è genetica, è agricoltura, zootecnia. E poi se vogliamo passare dal punto di vista umanistico, la gastronomia è antropologia, storia, identità, economia politica. Se noi non abbiamo questa visione complessa, multidisciplinare della gastronomia e racchiudiamo la gastronomia in quel pollaio di gourmet autoreferenziali che parlano sempre tra di loro. Una volta ne ho sentito uno, aveva un Pinot Noir, sente il profumo, dice odore di sudore di cavallo in corsa. Cristo. Parla qua. È una casta sacerdotale, autoreferenziale. Noi dobbiamo mettere assieme le due cose. Questa è la nostra missione e la Francia lo deve fare, perché questa visione multidisciplinare non è di Carlo Petrini. No. È di un francese, Jean-Mantel Brillant-Savarin, che voi francesi l'avete relegato negli aforismi. Quando parlate di Brillant-Savarin, 3 aforismi e ça va. No! Leggete la fisiologia del gusto. Meditazione terza. Che cos'è la gastronomia? Gastronomia, dice Brillant-Savarin, è tutto. E nel 1825 Brillant-Savarin diceva che la gastronomia è economia politica. Se ci fosse stato l'ambientalismo, Brillant-Savarin avrebbe detto gastronomia e ambientalismo. È questo che dobbiamo riconquistare. Francesi, l'avete fatta voi la nuova gastronomia. Perché l'avete lasciata solo chiuso dentro l'aspetto ludico e non nell'aspetto sociale? Riconciliare l'aspetto ludico con l'aspetto sociale è la grande cosa che bisogna fare. E quindi anche Slow Food France si metta un po' di pepe dietro e avanti, cambi, changer, ouvrir le porte.
aperti con tutti. Merci Carlo pour cet enthousiasme communicatif. Olivier, je crois que tu voulais reprendre. J'arrive dans la salle. Oui, Olivier pardon, je voulais réagir. juste un petit peu réagir à. Parce que quand on parle de gastronomie, c'est normal qu'un cuisinier français quand même réagisse par rapport à ce illustre italien. Mais je dois dire qu'il y a eu un gros loupé entre Slow Food et la France, globalement. Pourquoi? C'est un petit peu comme, vous savez, l'agriculture biologique et la France. Et en tous les cas, entre guillemets, la grande cuisine, enfin les cuisiniers, ceux qui portent la cuisine française. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette qualité, à 90%, nous l'avions. Parce qu'on avait les uns les autres à côté notre éleveur de pigeons, notre apiculteur, notre crémier, le pêcheur de crevettes, le ramasseur de bigorneaux. Et pourquoi aller chercher un mouvement de qualité, puisque nous avions ou en tous les cas, nous étions persuadés d'avoir une véritable qualité. Parce que nous approvisionner à notre porte, nous le faisions. D'être responsables en connaissant nos producteurs, nous le faisions. D'avoir des gens qui ne salopaient pas la terre, nous en avions pleinement connaissance et nous bichonnions parce qu'un cuisinier sans ses hommes et ses femmes derrière, il n'est rien. Et ça, on en était bien conscients. Donc, et Slow Food, enfin, c'est vrai que les cuisiniers français ont ignoré totalement Slow Food, donc il n'y avait pas de relais d'opinion à ce niveau-là. Il y a une autre part de la population, plus souvent des gens d'une bonne foi la plus totale, qui s'investissent, qui se sont pleinement investis, mais qui n'étaient pas nécessairement ni agriculteurs, ni cuisiniers, enfin liés à la j'allais dire la production alimentaire. Évidemment, c'est une horreur, mais d'être dans le lien de nourrir les autres. Et je dois dire que c'est un grand dommage. Mais nous allons y remédier très très vite. Et pour le coup, très très vite, les cuisiniers français doivent absolument prendre conscience du rôle. On leur demande bien souvent leur avis sur des sujets bidons. Et on en remplit des colonnes. Nous devons devenir des vrais leaders d'opinion par rapport à une justice sociale, par rapport à un commerce équitable, par rapport à une agriculture biologique, et globalement pour un plaisir et pour un bien-être d'être ensemble. Si nous ne le faisons pas, c'est sûr que là, ce n'est pas la gastronomie française qui va perdre, mais c'est la France dans sa globalité. Bravo, merci. Une toute dernière question, désolée, mais le temps nous est compté. Madame, ça fait un moment que vous demandez. Bonjour, Laurence Écobichon. Je travaille à la Salle Beauvais. C'est une école d'ingénieurs qui délivre un diplôme d'ingénieur en alimentation et santé. Donc j'ai une question qui est la suivante. Quelle est, selon vous, la place de l'alimentation dans les thérapies médicales ? Et je pense notamment, par exemple, aux patients qui sont en chimiothérapie et dont le goût évolue beaucoup. Merci. Alors, question qui réouvre un autre débat qui pourrait durer 1 heure. Et si tu veux répondre, Gérard, vraiment très, très brièvement, et peut-être donner quelques références de lecture à Madame pour qu'elle approfondisse sa question. Oui, non, je ne suis pas vraiment compétent pour répondre. C'est vrai qu'un certain nombre de produits médicamenteux anticancéreux modifient grandement le goût et rendent très déplaisants des aliments qu'on aimait auparavant. Et ça, c'est un véritable problème, puisque les gens n'apprécient plus le fait de manger, n'ont plus de plaisir à manger. Des bonnes choses leur paraissent avoir, par exemple, un goût métallique, un goût déplaisant. Actuellement, c'est vrai que ce sont des considérations qui ne sont pas prises en ligne de compte, qui sont très négligées du point de vue du corps médical, qui ne se préoccupent généralement que des aspects purement diététiques et pas des aspects plaisir. Donc je pense que ça, effectivement, ça fait partie des problèmes qui sont en friche. Merci à tous. C'est le moment de conclure. Désolée, je sais qu'il y a encore plein de questions qui se posent, mais ce n'est que le début d'un lent mouvement.
Merci encore, à bientôt et prenez du plaisir à manger.